Désolé de devoir être comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, de secouer l'horloge toutes les 5 secondes, mais nous allons passer au thème suivant qui est celui de l'enseignement de la culture et de la francophonie. Et donc je demanderai à Louis Duvernois, Joël Garumelam, Annick Marsal et Roch Miambanzila de rejoindre le plateau. Bon, là, c'est un vaste sujet, alors C'est pardonnez-moi un très très vaste sujet. d'avoir concentré et d'essayer de tout mettre dans une demi-heure. Évidemment, on ne va pas réussir à répondre à tout. Il y a énormément de propositions sur l'enseignement. Ça ne vous étonnera pas, Alors, Louis? puisque je suis debout, et comme ça me permet de garder la ligne et de faire du sport en restant debout, je vais peut-être les énumérer et ensuite, parce que, donc je le rappelle, on a essayé de synthétiser l'ensemble des propositions que les différentes sections à travers le monde nous ont fait remonter. Donc sur l'enseignement, donc la culture, la francophonie, donc parmi les différentes propositions, nous avons eu donc, le rétablissement du budget de fonctionnement des établissements français à l'étranger sur le niveau de 2012 et le lancement d'un plan global de financement incluant les acteurs locaux afin que l'État puisse remplir son objectif, avec ce slogan que nous connaissons tous et qui maintenant a 20 ans, mais qui quelquefois, j'allais dire, prend un peu de plomb dans l'aile, c'est qu'aucun enfant ne doit être exclu des écoles françaises à l'étranger pour des raisons financières. Deuxième point, le rétablissement de la gratuité dans les établissements français à l'étranger, ce qu'on appelle la prise en charge. Le fusionnement, proposition des deux grands opérateurs, c'est-à-dire l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la mission laïque en un seul opérateur unique en charge uniquement de la gestion des établissements, et la création d'un rectorat des Français de l'étranger qui superviserait tous les aspects pédagogiques et la gestion des carrières, l'aménagement des critères de bourse afin qu'ils prennent en compte la situation économique locale et impliquent davantage les conseils consulaires, qui sont les instances locales de représentation des Français de l'étranger dans toutes les étapes d'attribution, la mise en place d'un système Assure-École qui prendrait le relais des familles lorsqu'elles sont confrontées à des changements brutaux et peuvent difficilement faire face aux frais de scolarité. Ça, c'est pour l'enseignement. On démarre avec ça? On démarre avec ça, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Louis, j'ai une question. Est-ce raisonnable de demander le rétablissement du budget sur la base de 2012? Je parle du budget de la EFE. Et pensez-vous qu'il serait raisonnable aussi de rétablir la gratuité, en tout cas au lycée? Alors, est-ce raisonnable de rétablir le budget de 2012? Dans l'absolu, oui. Dans la réalité, on peut s'interroger. Les finances de l'État étant ce qu'elles sont, objectivement parlant, je ne vois pas comment on pourrait rétablir le budget de 2012. Bien que nous devions regretter qu'il ait été amputé régulièrement depuis et qu'il conduise l'enseignement français à l'étranger dans une situation qui risque de devenir à court et surtout à moyen terme catastrophique. On dit toujours dans les discours officiels, c'est la priorité des priorités, mais est-ce encore une priorité? À l'évidence, non, puisque l'État ne suit plus. L'État n'a plus les moyens d'accompagner le développement d'un réseau qui, faut le rappeler, rencontre beaucoup de succès à l'étranger sur le plan de la pédagogie. Ce n'est pas un mauvais réseau, c'est une mauvaise gouvernance. C'est bien différent. Et de gros nuages pèsent sur l'avenir de l'enseignement à l'étranger. Très rapidement, quand on a créé l'agence en 1980, 60% du financement venait de l'État, 40% des familles. Au moment où je vous parle, en 2016, le rapport a été inversé. 65% des familles payent en assumant des frais de scolarité de plus en plus élevés et croissants, et 35% des familles. En d'autres termes, le management de nos établissements, qu'on appelle lycées français à l'étranger, mais qui ne sont français que par la pédagogie qu'on y enseigne, le reste c'est un établissement privé de droit local, le management
avec 65% de participation financière des familles, des parents d'élèves français et étrangers, est passé dans les mains des familles. Et on ne peut plus continuer à gérer de Paris dans une technostructure, une tutelle administrative, celle du ministère des Affaires étrangères. On ne peut plus gérer un réseau de cette importance qui est en croissance numérique et qui est sous-financé, comme je viens de l'expliquer. C'est là le problème de fond. Merci. Annick. Alors Annick en fait et Rox sont des acteurs du quotidien en fait du réseau, donc c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Oui, non, moi je voulais intervenir donc sur la UFE, puisque la UFE donc dépend actuellement donc du ministère des Affaires étrangères, et donc mais la personne donc qui donne la décision finale, c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale. Donc déjà, je crois qu'on pourrait ramener donc la UFE au niveau donc de ministère de l'Éducation nationale. Là, on ferait déjà des économies importantes. Deuxième point, avec Louis, on a déjà évoqué depuis quelques années, ce fameux rectorat que moi je préfère appeler académie, donc des Français de l'étranger, sur lequel effectivement on serait tous rattachés, nous les lycées à l'étranger. Alors moi je suis proviseur d'un lycée donc privé à l'étranger, en cours d'homologation, et je pense qu'au niveau de la UFE, on n'a pas assez d'aide par rapport à ça. Et c'est une vraie richesse, nos lycées privés à l'étranger. Et on devrait vraiment s'appuyer là-dessus. Oui, pour essayer de faire rapide, sur cette question de la gratuité ou de la prise en charge, je crois qu'effectivement, nous avons de grosses difficultés financières, tout le monde le sait, mais surtout, il faut qu'on prenne conscience du fait que l'enseignement français à l'étranger, dans le réseau de l'AEFE, ne concerne environ que 4% des enfants français à l'étranger. Donc moi, j'avoue que je plaide plutôt, non pas pour une gratuité totale, parce qu'on a vu les effets pervers qui nous ont gênés lors de la campagne présidentielle précédente, où certains amis de notre bord nous disaient, et c'est le cas à Londres par exemple, nous avons des lycées qui sont extrêmement appréciés par les Français bien sûr, mais aussi par les étrangers, avec une demande considérable de places, et en introduisant la gratuité totale, c'était un petit peu limiter l'accès de cet enseignement aux étrangers, alors que c'est ce qui fait la richesse de notre enseignement français à l'étranger. Donc il faut qu'on trouve une autre solution, réfléchir à une manière d'amortir cette question. La question des bourses, enfin on pourra en parler pendant des heures, c'est aussi une question extrêmement difficile parce que les critères ne correspondent pas toujours à la réalité. Nous savons très bien qu'il y a des fraudes aussi. Mais par contre, il est important que nous maintenions cette éducation à la française. Et je crois que ce qui peut être intéressant, c'est l'idée un peu d'une allocation éducation pour les enfants français à l'étranger. C'est-à-dire qu'un enfant qui se trouve à 800 km d'un lycée, en Écosse, par exemple, où il n'y a pas d'enseignement français à l'étranger, puisse au moins avoir les moyens de travailler, d'avoir la prise en charge du CNED, par exemple, ou d'autres systèmes d'enseignement. Ça me paraît un point très important. Je crois qu'il faut qu'on essaie de ne pas se concentrer uniquement sur cette question de gratuité au sein de l'AEFE. Et nous devons aider les autres écoles qui doivent se développer. Alors nous avons un problème dans nos lycées parce que les expatriés coûtent très cher et donc on les réduit pour faire prendre en charge les frais les salaires des enseignants par les parents d'élèves, ce qui constitue une situation épouvantable. Et le pire, c'est que vous avez beaucoup de familles moyennes qui sont exclues de ce système des bourses, et dès que vous avez plus de 2 ou 3 enfants, souvent les parents français sont obligés de sortir leurs enfants du système d'enseignement français pour les mettre dans une autre école locale qui coûte moins cher. Donc on a toute une réflexion à faire. Alors, je partage tout à fait l'idée du rectorat. D'ailleurs, je crois que c'était une idée de notre ancien collègue, le sénateur Cointat, qui avait beaucoup travaillé pour cette idée-là il y a déjà il y a longtemps. Oui. Mais c'est extrêmement important. Et je ne veux pas être trop longue. Je passe la parole à Roch qui me la réclame. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Effectivement, il y a aussi d'autres alternatives par rapport au lycée. C'est le fait que les places au lycée sont souvent très limitées et il y a des initiatives qui sont prises par des parents, notamment à travers des associations flammes. Et donc, qu'il faut soutenir effectivement.
Donc j'ai la chance d'être vice-président de l'association Parapluie Flamme, qui a été créée depuis 2013 et qui regroupe 43 associations flammes sur le Royaume-Uni, sur 48. Et justement, ce sont des cours qui sont donnés notamment les week-ends, le samedi, à tous les enfants qui sont dans le système britannique, mais qui permet aux parents ainsi de conserver la culture française, que leurs enfants continuent à lire, à écrire, à parler le français, parce qu'il arrive des Français de l'étranger qui ne parlent pas français malheureusement. Et donc ces structures, oui, il faut pouvoir les soutenir également. Moi, je voudrais rajouter que donc, dans les pays d'Afrique, puisque bon, moi je suis en Tunisie, mais beaucoup donc, de Tunisiens, mais aussi de Marocains, veulent passer ce bac français. Donc, pour eux, c'est un passeport pour venir faire leurs études en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on a une très très forte demande. Et simplement sur cette question des écoles flammes, c'est très important parce que le financement est très faible et ne dure que quelques années, alors que c'est essentiel. Et n'oublions pas que plus de la moitié des Français de l'étranger sont des binationaux et que beaucoup de ces binationaux sont dans un environnement linguistique tellement prégnant qu'ils ont du mal à conserver le français. Et on le voit en Grande-Bretagne où vous avez des enfants de mères françaises qui ne parlent plus le français parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Et c'est pour cela qu'on avait commencé à lancer ces premières petites écoles avec des séminaires de formation de techniques pédagogiques, parce qu'une mère française parle bien sûr le français parfaitement, mais elle n'a pas forcément les moyens de passer les techniques, elle n'a pas ces techniques pédagogiques pour enseigner le français. Et là, on a un vrai effort à faire, et je crois que ce serait très important dans le programme de notre prochain candidat. Je crois que sur l'essentiel, déjà, en très peu de temps, nous sommes tous d'accord. L'enseignement français à l'étranger, son problème majeur, c'est un problème de financement, certes, mais c'est aussi un problème de gouvernance. Et si nous voulons changer la gouvernance, qu'on appelle, et je souscris totalement à cette idée, moi aussi, rappelle-toi, Christian, on travaillait sur ces questions-là déjà il y a quelques années, la création d'un rectorat. Alors, pourquoi un rectorat et non pas une agence ? Il faut s'entendre sur les termes. Le rectorat a un avantage, c'est de pouvoir dissocier l'aspect académique dont parlait ma voisine et collègue, et l'agence, elle a une dimension également de management, c'est-à-dire d'orientation et de direction. Et la direction et l'orientation ne peuvent plus être confiées à une tutelle administrative. Loin de moi l'idée de bouter hors l'état des réseaux. Nous avons besoin de continuer à travailler avec l'État, avec la puissance publique, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Et le rectorat nous permettrait d'introduire, ce dont nous parlons souvent entre nous, plus de flexibilité dans la gestion des personnels, des ressources humaines. Permettrait d'introduire aussi un dialogue qui est en train de se rompre à l'heure actuelle avec les familles qui, à distance, considèrent, parce qu'elles payent, elles dirigent. Alors que nous avons aussi, au travers de la pédagogie que nous enseignons, que nous offrons aux populations qui nous font confiance, nous avons aussi et toujours besoin d'un État fort derrière nous qui nous permette de maintenir le niveau de qualité et de compétence qui fait le succès de nos réseaux. Alors, cette idée de rectorat, personnellement, j'y souscris pleinement, et à mon avis, ça devrait être dans l'esprit de notre rencontre aujourd'hui et des perspectives électorales qui sont les nôtres, ça devrait être un point majeur sur lequel nous devrions nous appuyer pour faire évoluer dans le bon sens, dans le respect à la fois de la puissance publique, mais aussi de cette flexibilité nécessaire de gestion, un réseau qui, à bien des égards, est assez exceptionnel. Simplement, peut-être juste un élément sur le rectorat. Ce qui est très important, c'est qu'on a énormément de difficultés à avoir des enseignants français à l'étranger parce qu'ils ne sont pas mis en disponibilité par les rectorats qui refusent de les envoyer à l'étranger parce qu'ils ne veulent pas se priver de leurs professeurs.
D'où, effectivement, l'intérêt de du rectorat. créer ce rectorat des Français de l'étranger. Mais il y a aussi une autre idée qui me semble très importante. Vous savez, la francophonie a des difficultés, mais pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Nous avons des pays qui sont censés être francophones, nous nous gargarisons de chiffres sur la francophonie à l'horizon 2030, mais si vous prenez un pays que je connais très bien, qui est le Sénégal, au Sénégal, en dehors de Dakar, quasiment plus personne ne parle le français. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'enseignants qui soient capables de faire passer l'apprentissage de la langue française. Même chose à Madagascar, qui est censé être un pays francophone. Le français a été rendu langue obligatoire, mais il n'y a pas d'enseignants suffisamment bien formés pour enseigner le français. Et donc, je crois que nous devrions travailler sur l'idée d'envoyer des jeunes qui sont au chômage à l'heure actuelle, à qui nous pourrions donner une petite formation pédagogique et qui pourraient aller passer 1 an, 2 ans dans une petite école à l'étranger pour renforcer l'apprentissage de cette langue. Et je pense que vraiment, à l'heure actuelle, avec le taux de chômage des jeunes aujourd'hui, je pense que ça peut être une solution attractive, mais il faut la développer. C'est comme ces volontariats à l'export et pour la francophonie, qui n'existent pas actuellement, ce sont vraiment des choses à faire. C'est pour ça que nous avons créé la réserve citoyenne à l'international, essentiellement dans le domaine de sécurité. Les amendements ont été votés au Parlement, donc maintenant c'est officiel, nous pouvons avoir une réserve citoyenne à l'international, voulue sur le plan sécurité, mais qui peut être utilisée aussi dans le cadre de l'enseignement français. Bon, encore une fois, Question, Michael. Oui, je voulais initialement réagir sur le point 2 de document qu'on nous a fourni et ensuite réagir sur l'intervention de Joël Garriott-Mellam. Donc la première chose, c'est sur le rétablissement de la gratuité dans les EGD. Moi, je suis partisan à titre personnel du rétablissement de la gratuité, mais pas seulement dans les EGD, aussi dans les établissements conventionnés, parce que ça a été dénoncé dans le rapport Cordery-Lepage, la véritable augmentation, elle a été recensée dans les établissements conventionnés, notamment aux États-Unis, où on a noté sur l'ensemble du réseau près de 47% d'augmentation des frais de scolarité. Donc s'il y a bien un rétablissement, il faut prendre en compte les établissements conventionnés, mais alors à la lecture de vos interventions, je comprends que vous y soyez opposés et que vous soyez plutôt favorable à une meilleure dotation du système de bourse, si j'ai bien interprété vos interprétations. En revanche, sur le deuxième point, et je te laisserai reprendre, parce que, sur la nécessité de favoriser un certain nombre d'élèves dans les établissements français à l'étranger. Là, je suis en opposition avec ta proposition de favoriser ceux qui ne sont pas français, même si je pense que c'est important pour l'enrichissement de tous les élèves, mais ce qui se passe, et je le vois à Montréal, même si c'est francophone, c'est pas le même enseignement entre le système québécois et le système français. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des familles qui sont refusées des établissements français, c'est parce qu'ils n'ont pas la priorité, par exemple l'entrée en maternelle ou dans les premières sections du primaire, ils se retrouvent donc plus prioritaires par la suite, et s'il y a un retour en France, ils perdent 1 année, voire 2 années, pour revenir dans le système français. Donc là, il y a une vraie divergence de fond sur cette question, parce que je pense qu'il faut favoriser les enfants français, parce que ce sont ces enfants qui seront les premiers à pouvoir imaginer un retour en France pour leurs études universitaires. Voilà. C'est inscrit dans la loi, ça, de 1980. Mais c'est pas appliqué au Québec, parce qu'il y a la dotation des établissements français qui est faite en partie par la province québécoise. Oui, mais ça c'est une règle qui est fondamentale. Bien évidemment, nous sommes pour la scolarisation des enfants français dans l'enseignement français. Ils sont prioritaires et nous nous sommes battus à l'Assemblée des Français de l'étranger pour que justement ce soit inscrit dans la loi. On ne peut pas refuser un enfant français d'un établissement français à l'étranger. Ça, c'est la règle. Oui, sauf au Québec, parce qu'il y a effectivement des données différentes. Et de toute façon, au Québec, vous avez la francophonie dans tout l'État. Donc le problème est moins prégnant que dans d'autres pays du monde. Et par contre, je n'ai pas dit du tout cela, que je souhaitais favoriser les enfants étrangers. Je pense que c'est important d'avoir ce mélange pour la qualité d'ouverture de nos enfants français. On voit bien que dans tous les établissements d'enseignement français dans le monde, c'est 99 ou 100% de réussite au bac absolument partout. Alors évidemment, il y a des parents derrière qui s'investissent dans l'enseignement de leurs enfants, mais c'est aussi ce mélange, cette ouverture
qui se fait, cette curiosité qui se développe, ce partage, cet échange de langues, de cultures, enfin, c'est assez extraordinaire. Et par contre, tu m'avais dit, il y avait une première question où tu étais en désaccord. Sur le rétablissement de la PEC. Ah oui, non, je ne suis pas contre le rétablissement de la gratuité. Dans un monde idéal, bien évidemment, je serais la première à souhaiter et à signer des 2 mains ou des 4 mains pour avoir le rétablissement de la gratuité si nous pouvions nous l'offrir. Mais comme l'a dit fort justement Louis tout à l'heure, on a des problèmes budgétaires. C'est aussi notre devoir de parlementaire d'être responsable du budget. Et je trouve que quand vous avez 3% des enfants français qui bénéficieraient d'un tel système, cela doit nous obliger à nous interroger sur les autres manières de favoriser l'enseignement français à l'étranger et l'enseignement du français. Pour ajouter à ce que vient de dire Joël, prenons quelques chiffres. Le ministère des Affaires étrangères évalue à quelques 350 000 le nombre d'enfants français en âge de scolarisation à l'étranger. Sur ce nombre, 135 000 sont inscrits dans des établissements homologués, AEFE et Mission laïque française. En clair, et à l'exemple de l'AEFE, 2/3 des enfants scolarisés dans notre réseau sont des enfants étrangers. Un seul tiers sont français. Je ne porte pas de jugement de valeur, je cite des chiffres. Non, je parle d'une manière générale. Voilà, 2/3, 1/3. C'est vrai que ça varie d'un lycée à l'autre, mais entendons-nous sur une règle générale. Pour scolariser ces enfants, ça coûte à l'État 450, disons, on va arrondir, 450 millions, c'est-à-dire au ministère des Finances. Mais pour faire tourner l'AEFE, ça coûte plus d'1 milliard. Alors vous allez me dire, d'où vient l'argent? Elle vient des frais de scolarité. Et les frais de scolarité sont de plus en plus élevés dans les établissements et de moins en moins contrôlés. Et si on voulait être un peu ironique, objectivement parlant, je vous rappelle qu'en 1980, l'agence a été créée pour maîtriser déjà la hausse des frais de scolarité. C'est un échec total, à l'évidence, si on se base sur l'interprétation seule des chiffres. Comment peut-on actuellement envisager une augmentation de l'enveloppe budgétaire qui est de 115 millions d'euros pour venir en aide, et c'était évoqué brièvement par un précédent intervenant, ce qu'on appelle les classes dites moyennes, qui sont exclues du barème d'attribution des bourses de 2013, un barème récent. Si on augmentait le barème des bourses, on n'améliorerait pas fondamentalement la situation des 2/3 d'enfants français qui ne sont pas scolarisés dans le réseau. Parce qu'en plus, la sociologie des familles qui s'expatrient change considérablement. Nous avons de moins en moins d'expatriés d'entreprises. Donc, en clair, des entreprises qui paient des frais de scolarité pour accompagner l'expatriation de leurs employés, de leur personnel. C'est au détriment, évidemment, des établissements, du financement des établissements locaux, qui augmentent pour trouver les financements nécessaires et faire tourner l'établissement dans les meilleures conditions, qui augmentent des frais de scolarité régulièrement. Donc, on a de plus en plus une situation dans nos établissements homologués où nous accueillons des familles françaises, 1/3 des familles françaises qui ont des moyens, disons les choses clairement, ou qui sont boursiers. Alors, c'est ce qu'on appelait jadis, on n'utilise plus le terme parce qu'on trouve trop négatif, des cas sociaux. Puisque le barème des bourses est contraignant et n'attribue des bourses qu'à des familles qui ont vraiment des revenus, disons, très, très modestes. Alors, est-ce que c'est l'objectif d'un pays comme le nôtre de continuer à entretenir un réseau qui coûte plus d'1 milliard d'euros en assumant les frais de scolarité chaque année à la dotation de l'État et en ne scolarisant qu'1/3 des enfants français à l'étranger?
il y a une question d'égalité et de traitement citoyenne qui est quand même à considérer dans le contexte que je viens de vous décrire. Merci beaucoup. Il y a plein de questions. Le Oula. problème, c'est qu'on est contraint sur le timing. Oui. Non, très rapidement, moi je voudrais parler du Congo. On a un lycée qui est très bien, qui a environ 1500 élèves, de la maternelle au bac. Et ce sont exclusivement les sociétés de la place qui payent pour compte de leurs agents les frais de scolarité. Alors, il faut savoir que c'est entre 2000 et 4000 euros par an, ce qui est énorme. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de ne pas engager des gens qui ont une famille parce que ça nous coûte énormément cher. Mais toute l'augmentation du lycée est prise en charge par les sociétés qui sont dans l'obligation de faire cela si elles veulent attirer de bons expatriés avec famille. Merci. Je crois qu'on a pas mal de pistes. Merci. Il y a trop de questions, donc on reprendra. Je voulais juste signaler... Monsieur Vert, vous voulez dire quelque chose ? Je suis probablement le moins informé de tous, mais j'ai quelques souvenirs du ministère du Budget. Ce n'est pas nécessairement de bons souvenirs pour tout le monde, mais j'ai pas compris ce que vous proposiez à la Fédération des Français de l'étranger sur la prise en charge des frais d'éducation. Est-ce que vous proposez une prise en charge ? Est-ce que vous considérez que c'est trop lourd et qu'il faut faire autrement ? J'ai pas compris la proposition. Alors, le président Sarkozy est très favorable à la prise en charge. Il l'a exprimé à plusieurs reprises. Il n'a pas varié d'ailleurs depuis de longues années là-dessus. Ça pose des questions financières, bien évidemment, hein, il le sait. Ça pose des questions financières. Il peut y avoir un débat au sein des Républicains sur le sujet, mais sa position est celle-ci. Mais je n'ai pas compris quelle était la proposition précise de la Fédération sur le sujet. Mais j'ai probablement loupé quelque chose. Non, c'est qu'en fait, je pense que d'abord, il y a plusieurs paramètres. C'est le problème, je crois, quand on a affaire à des spécialistes. Et qu'en fait, on discute tellement. Non, je crois que tout le monde est favorable au rétablissement de la prise en charge. Par contre, là où tout le monde aussi est d'accord, c'est pour ne pas revivre ce que nous avons vécu avec l'acte 1 de la prise en charge, c'est-à-dire une prise en charge où les acteurs de la mise en place ont tout fait pour la saborder. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sa direction de l'époque, continuons à appeler un chat, était totalement défavorable, pour ne pas dire hostile, à la décision qu'avait prise le président Sarkozy. Et donc tout a été mis en œuvre par ceux qui étaient en charge d'appliquer la prise en charge pour faire en sorte que rien ne soit maîtrisé, que la dépense file et que le ministère du budget que tu as bien connu ne soit plus en mesure de pouvoir tenir le budget qui lui était chaque année alloué pour cette prise en charge. Donc nous sommes pour reprendre la prise en charge au montant de 2012, pour repenser ces critères, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'elles n'étaient pas maîtrisées, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a mise en place, on n'a pas contraint les établissements scolaires à ne pas laisser filer les frais de scolarité. C'est-à-dire que chacun en fait, parce qu'il faut aussi continuer toujours à appeler un chat, de la trésorerie sur le dos. Ils ont fait tout simplement de la subvention déguisée. Et il y a un très bel établissement qui vient d'être inauguré il n'y a pas longtemps, qui est le lycée français de Pékin, qui a été entièrement financé sur le dos de la prise en charge, puisqu'ils ont fait de la trésorerie pendant quelques années sur le dos de la prise en charge. Tout ça, tous ces dérapages. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est une prise en charge maîtrisée qui permet de savoir là où on va, qui permet de contraindre les établissements à ne pas faire des augmentations. Certains établissements que je ne citerai pas, parce que je ne vais pas commencer à faire de la stigmatisation, on n'est pas là pour ça, mais sont allés jusqu'à 33% d'augmentation. Moi, je ne connais rien qui augmente de 33% par an. Voilà. Et on avait fait à l'époque seconde, première, terminale. Donc voilà. On est tous d'accord pour reprendre la prise en charge, mais on est aussi tous d'accord pour y mettre cette fois-ci des garde-fous, qu'on se met tous autour d'une table, et on sait cette fois-ci ce qui... Tout à fait, voilà, tout à fait. Mais surtout en contraignant l'agence à mettre les garde-fous pour pas que les établissements dérapent. Le principal adversaire de la prise en charge était à l'intérieur de nos murs, voilà.
aussi. Oui, affaires sociales. Ah, micro, pardon, le micro pour Joël, pardon. On me faisait des signes, mais j'avoue qu'avec les... Pardon. Du fait de la gratuité, effectivement, les entreprises n'ont plus payé, alors qu'auparavant, elles payaient. Christophe l'a dit, les frais de scolarité ont augmenté de manière considérable dans beaucoup d'établissements d'enseignement. Premier effet pervers. Deuxième effet pervers, certaines entreprises se sont complètement désintéressées des lycées français. Je suis allée voir, je ne citerai bien sûr pas de nom, le patron d'une très grosse entreprise française et qui en plus est de notre bord pour lui demander d'aider certains lycées dans un pays où il était implanté. Certaines écoles refusent, c'est à l'État de le faire, ce n'est pas à moi en tant qu'entreprise de le faire. Ce que je peux très bien comprendre aussi, c'est une logique d'entreprise, mais il faut que nous fassions très attention à ce sujet-là parce que nous avons besoin de développer l'enseignement français à l'étranger. Et je pensais que, par exemple, la création d'une fondation pour l'enseignement français à l'étranger, où les entreprises, les grosses entreprises, pourraient contribuer au développement de cet enseignement français en faisant prendre conscience de l'intérêt de cet enseignement français à l'étranger, par exemple avec des échanges d'étudiants français qui pourraient aller passer une année terminale à l'étranger, ça pourrait aussi être quelque chose de très intéressant. Bien, alors, 3 toutes petites rapides questions parce que je déteste qu'on déborde et on a déjà débordé. Donc, excusez-moi, c'est moi le méchant. Alors, dans l'ordre, allez. Oui, France. Par du fond, on revient vers le... France, Alsacien expatrié en Autriche. Je voudrais juste une question. Que vont faire les Républicains face au scandale de la vente de l'Institut français à Vienne? C'est horrible. C'est horrible. Le lycée français de Vienne a une réputation extraordinaire. L'Institut français aussi. Cette vente est maintenant tirée un mur entre les deux. Je parle sous le contrôle de Philippe Gustin, notre candidat, qui était lui-même à l'Institut français. C'est honteux. Philippe, tu veux parler? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourra faire? La décision est prise par le ministère des Affaires étrangères. Alors, il me semble. Hein. Oui. Oui. Avec respect peut-être des règles un peu galvaudées, tout à fait. On pourrait peut-être revenir sur la décision, en effet. Voilà. Mais il est vrai, en tout cas, comme le disait François, que ça va impacter, pas rentrer dans les détails, mais le lycée et l'Institut français partageaient la même emprise de 5 hectares au centre de Vienne, et que la vente du Clam-Gallas au Qatar va conduire à séparer cette emprise et à priver le lycée de tous ces terrains de sport, etc. Et à construire vraiment un mur qui va être vraiment là très pénalisant aussi, parce qu'en Autriche, ce lycée a vraiment une très très grande cote, mais en Autriche, on aime avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc au moins, les aspects sport sont au moins aussi importants que l'aspect pédagogique. Il a une cote, mais il a une histoire. Il a une longue histoire. Ouais. On ne rebondit pas. Non, parce que là, on est vraiment hors délai, donc je fais le méchant. Voilà. Thierry et après Laurent. Ah, pas de micro, pas de question. Merci. Bon, on va parler un peu de la prise en charge. On a parlé des bourses. Il faut totalement restructurer ce barème des bourses, surtout sur les situations locales. Mais ça, on le sait, c'est à faire. On le fera, j'espère. Mais sur la prise en charge, c'était bien. On ne l'avait pas forcément demandé. Les gens étaient contents. Mais la manière dont ça a été fait était assez bizarre. Aux États-Unis, par exemple, on est à 10 à 15 000 euros de frais de scolarité par an. Je ne connais pas de familles qui ont pu mettre leur enfant à travers le collège en payant 10 000 euros par an. Et après, au lycée, ils se disent « chouette, c'est gratuit, on va pouvoir remettre notre enfant, après 6, 7, 8 ans dans le système américain, dans le système français ». Il faudrait, si on veut faire la prise en charge et qu'elle soit logique, le faire des petites classes d'abord et remonter après. Parce que des gens qui décrochent pendant 10 ans et après se retrouvent au lycée français, moi, j'en connais pas. Il y a peut-être des exemples, mais pour moi, ça ne me paraîtrait pas la manière la plus logique de la faire. Donc, tant qu'à la faire, autant la faire au début, accompagner les enfants et leur permettre d'aller jusqu'au bac. Oui.
tout à fait. Oui. Voilà. Laurent, dernière intervention et après on passera au sujet suivant. Déjà, si on mettait une transparence sur les frais de scolarité, car on parle toujours d'une manière globale, mais à l'intérieur, il y a les frais d'éducation, tout simplement, qu'on pourrait séparer des frais annexes directement de l'établissement. Et au niveau des subventions et autres, pour la partie des élèves français de ces établissements, prendre en notre charge uniquement les frais qui sont liés à l'éducation. Et au moins, on saurait exactement, parce qu'on le voit dans les budgets quand on est en conseil d'administration, ou du moins sur la part qui se passe localement, on pourrait déjà avoir une différence entre les deux et au moins avoir une clarté sur les comptes, ce qui touche aux établissements en tant qu'infrastructure et ce qui touche au niveau de l'éducation. Et ça pourrait être pris en charge, pourquoi pas. Tout le monde abordait tout à l'heure le ministère de l'Éducation. Ça pourrait être pris par le ministère de l'Éducation nationale sans qu'il puisse y avoir de réelles dérives sur ce point-là. Voilà une proposition. Merci. Vous venez de comprendre maintenant pourquoi on a mis la fiscalité et l'enseignement dans les 2 premiers chapitres, parce que ce sont quand même ceux qui sont les 2 piliers les plus importants de nos thématiques. Bien. Non, mais ça figurera quand même parce qu'il y a des propositions. Alors, elles font partie quand même du document qu'on enverra à l'issue de nos travaux et qui ont été l'objet des réunions que nos sections ont faites à travers le monde, mais elles figurent quand même dans le petit document qu'on enverra à l'issue. Voilà, mais désolé, on a débordé. Voilà, c'est la faute de tout le monde. Bien.